On va laisser maintenant parler Maude Marchal, qui est chercheuse à l'INRIA et maître de conférence à l'INSA de Rennes, et qui va nous parler de ses activités. Voilà, à toi Maude. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Maude Marchal et donc moi je vais plus vous parler de mon métier. Donc mon métier en fait, moi c'est enseignant-chercheur. Donc en fait je fais deux métiers en même temps. Donc à la fois j'enseigne, donc j'enseigne dans une université, donc en l'occurrence ça s'appelle l'Institut national des sciences appliquées à Rennes, donc c'est une école d'ingénieurs. Et puis je fais aussi de la recherche dans un laboratoire, donc dans un laboratoire en informatique. Donc le laboratoire en fait à Rennes s'appelle l'IRISA. Et donc ici aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce que je fais, notamment au niveau de ma recherche, de mon métier. Et puis je voulais aussi expliquer un petit peu comment est-ce que j'y suis arrivée, quel était mon parcours. Et puis vous montrer que finalement, on fait des choix dans la vie et puis on peut arriver à ce que je suis maintenant, mais il y a plusieurs choix qui peuvent se faire. Donc je voulais vous montrer un petit peu quel a été mon parcours pour arriver à ce métier qui est le métier d'enseignant-chercheur. Donc avant c'est quand j'avais votre âge. Donc quand j'avais votre âge, j'étais pas forcément une geek, donc c'est-à-dire que je faisais pas de l'informatique tout le temps, voire pas beaucoup. Je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo, en tout cas moins que mes frères. J'avais un ordinateur à la maison, mais je l'utilisais pas non plus de manière très intensive. Et puis j'aimais bien un peu toutes les matières. Je savais pas trop ce que je voulais faire, donc ce qui sûrement est le cas pour pas mal encore d'entre vous, ce qui est normal, hein. Donc j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique, mais j'aimais aussi bien le français, j'aimais bien les langues, donc je ne m'étais pas décidée encore. Et je faisais pas mal d'autres activités en fait à côté de l'école, donc je travaillais pas tout le temps. Je faisais beaucoup de sport, hein, donc moi je faisais du triathlon quand j'étais plus jeune. Donc du triathlon, vous savez, en fait, c'est 3 sports, c'est la natation, du vélo, de la course à pied. Donc je faisais beaucoup d'heures de sport par semaine, donc je faisais 10-15 heures de sport par semaine quand j'étais au lycée. Quand j'étais au collège. Et puis, je faisais même de la musique, parce que je faisais des instruments, je faisais du piano, de la flûte traversière. Donc, en fait, je faisais plein de choses, plein d'activités, mais je n'étais pas encore décidée. Et en fait, pourquoi je vous parle de mes activités? C'est parce que, quand même, ça m'a aidé à me dire que, voilà, ce que j'aimais bien dans le sport, j'aimais bien la biomécanique. J'aimais bien essayer d'expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, l'être humain, et comment est-ce qu'on peut expliquer et améliorer les performances. Et puis, au niveau de la musique aussi, ça m'a permis de me dire, voilà, je me disais, comment est-ce qu'on peut générer des nouveaux sons, comment est-ce qu'on peut interagir avec un instrument. Et donc, vous allez voir que, en fait, ça m'a aidé pour plus tard. Donc, tout ce que vous faites, vous voyez, là, ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais tout ce qu'on fait, finalement, ça m'a aidé après à faire des choix un petit peu plus tard. Et puis après, je suis arrivée au baccalauréat, et puis une fois que j'ai eu le bac, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai hésité, moi, entre deux choix. C'était soit partir en classe préparatoire, donc ce qui permet généralement de faire un métier d'ingénieur, soit faire une fac de médecine. Donc j'ai hésité entre les deux, c'était mes deux choix, c'est ce que j'avais plus ou moins envie de faire. Puis je suis partie en classe préparatoire, donc j'ai fait une classe préparatoire. Donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé, donc après le baccalauréat finalement pour moi. Donc une fois que j'ai fait la classe préparatoire, après 2 ans, il y a des concours qui nous permettent d'obtenir une école d'ingénieur. Donc moi j'ai obtenu une école d'ingénieur à Grenoble. Donc je suis partie à Grenoble. Donc du coup pour 3 ans, hein, donc là pour arriver à 5 ans après le baccalauréat, où j'ai pu obtenir un diplôme d'ingénieur dans une école qui était une école donc spécialisée en informatique et en mathématiques appliquées. Donc en fait j'y suis allée pour les maths. Et puis, c'est là que j'ai finalement plus ou moins découvert vraiment l'informatique. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je continuerais pas encore un petit peu? Et puis, finalement, j'ai décidé de me dire, plutôt que partir dans une entreprise, je vais essayer finalement de continuer et faire de la recherche pour essayer finalement de concevoir des nouveaux contenus numériques. Et donc, je suis partie pour faire un doctorat. Et donc moi j'ai fait un doctorat, et là c'est là que finalement mes choix passés ont choisi, j'ai fait un doctorat à la fac de médecine à Grenoble. Donc en fait c'est un doctorat qui m'a permis de fabriquer des outils qui allaient aider les médecins. Donc l'idée c'est de créer des patients qu'on va pouvoir simuler en virtuel, je vous montrerai tout à l'heure quelques images, et que ça puisse aider le médecin à planifier les gestes qu'il va réaliser sur le vrai patient. Et donc du coup, voilà, j'étais arrivée avec un doctorat.
Et puis après, je me suis dit, avec un doctorat, en fait, on est à 8 ans après le bac, hein, donc là, ça commence à faire un certain nombre d'années. Donc, il faut savoir que quand on est en thèse, on est payé. Hein, donc, c'est à 5 ans après l'école d'ingénieur, on n'est pas payé en école d'ingénieur généralement, mais au doctorat, on est payé, d'accord. Donc, on fait vraiment on est déjà vraiment payé. Donc là, je dépendais absolument plus de mes parents ni quoi que ce soit. Je travaillais déjà vraiment. Et puis après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je resterais pas à faire de la recherche? Et là, j'ai décidé de partir. Alors là, je suis partie loin. Je suis partie au Canada. Donc, j'ai vécu 2 ans à Vancouver. Donc, où j'ai fait pareil de la recherche, donc dans le domaine médical. Donc, l'idée c'était d'aider. Donc là, c'était dans un hôpital à Vancouver, hein, donc au Canada, donc vraiment l'autre bout du monde, hein, et d'essayer, pareil, de concevoir des nouveaux outils qui allaient aider le médecin. Donc là, je vous encourage, là je fais une petite parenthèse, je vous encourage si jamais vous avez l'occasion, la chance dans votre vie de partir vivre un petit peu à l'étranger, de le faire parce que c'est une expérience, donc au-delà de l'expérience professionnelle où j'ai appris plein de choses sur, en fait, les gens travaillent différemment dans le monde, donc ça permet de voir un petit peu comment les gens travaillent également. C'est également une expérience personnelle, ça nous permet de découvrir d'autres façons de vivre. Et donc, moi, en l'occurrence, c'était à Vancouver. Là, j'ai mis une photo. C'est une photo, en fait, Vancouver, c'est une ville qui est très jolie. C'est une ville qui est au bord de la mer et avec la montagne qui est à 30 minutes. Donc c'est plutôt sympa comme ville. Donc là, moi j'avais la chance d'habiter sur le campus et donc là c'est une vue du campus. Donc vous voyez, on était plutôt bien lotis. Et puis une fois que au bout de 2 ans en fait, on m'a proposé un travail au Canada. Donc un poste pour être professeur à l'université au Canada. Et puis moi j'ai décidé, mais là c'était vraiment un choix personnel, de revenir en France. Parce que j'avais envie d'exercer ma recherche en France et puis finalement d'enseigner également en France. Donc je suis revenue à Lille dans un premier temps. Donc vous voyez, j'ai voyagé, hein. Je suis pas restée tout le temps. Donc je suis allée un petit peu à Lille, où pareil, j'ai travaillé aussi avec des médecins à Lille sur les applications dans le domaine médical. Et puis, finalement, on revient toujours à l'origine. Donc, j'aurais jamais parié que je reviendrai à Rennes un jour avec mon parcours. Déjà, je pensais que je resterais à Grenoble, et puis après, je me suis dit que je resterais au Canada, et puis après à Lille. Mais finalement, je suis revenue à Rennes au final, et je suis revenue en Bretagne. Et c'est depuis 2008 en fait, je suis maître de conférence donc en Bretagne. Donc vous voyez, c'est un parcours où j'ai pas mal voyagé et puis finalement j'ai essayé au fur et à mesure, vous voyez, mes choix m'ont guidé au fur et à mesure dans la vie, hein, donc la vie professionnelle et puis personnelle. Donc du coup là, je vais essayer de vous expliquer aussi maintenant un petit peu mon métier aujourd'hui. Donc mon métier aujourd'hui, donc c'est enseignant-chercheur, ça veut dire que j'ai un bureau, hein, généralement. Le métier d'enseignant-chercheur, c'est on a un bureau avec un ordinateur, et puis c'est souvent tout, c'est-à-dire c'est mon outil de travail, hein, c'est mon ordinateur. Et puis, en fait, j'ai pas qu'un bureau, parce que j'ai plusieurs bureaux, parce qu'en fait, comme j'enseigne à l'université, je suis dans un amphithéâtre, comme vous pouvez l'être aujourd'hui, où finalement, j'enseigne l'informatique. Donc, c'est-à-dire, j'apprends aux étudiants donc à devenir des futurs ingénieurs en informatique. Donc, je leur apprends des connaissances en informatique. Et puis, j'ai un autre bureau, puisque moi, je travaille dans un domaine de recherche particulier qui s'appelle la réalité virtuelle. Et donc du coup, j'ai un autre bureau, c'est ce qu'on appelle des salles immersives. Donc c'est des grandes salles où on va pouvoir projeter des images, du son et puis du toucher. Et justement, on va pouvoir interagir avec des mondes virtuels. Et donc, je vais essayer justement de vous expliquer après qu'est-ce que c'est mon métier, sur quoi je travaille dans ma recherche aujourd'hui, et vous montrer que finalement, en fait, j'ai plein de bureaux, hein, donc je bouge beaucoup en fait dans la journée. Je suis pas forcément toujours au même endroit, d'accord. Donc, je reste pas 8 heures ou 10 heures, parce que c'est souvent un peu plus. On me demandait tout à l'heure les horaires. Donc, assise dans un bureau. Mais l'idée, c'est que j'ai plein de bureaux, donc c'est assez varié. Je vois plein de gens différents, puisque je vois des étudiants, mes étudiants, puis je vois également mes collègues au niveau de la recherche. Donc, qu'est-ce que je fais? Enseignant-chercheur, du coup, vous avez bien compris, maintenant, c'est enseigner et chercher. Mais en fait, quand on fait de la recherche, c'est finalement essayer d'avoir des nouvelles idées. Donc, c'est pas forcément des idées révolutionnaires, mais c'est des petites idées qui vont finalement apporter une petite brique à l'édifice pour pouvoir essayer d'améliorer certaines choses. Donc, il faut les concevoir, mais aussi les valider, c'est-à-dire il faut les comparer avec ce qui existe déjà pour voir si ça améliore ce qui existe déjà. Il faut après essayer de les présenter.
Donc pour cela, il faut écrire. Et puis et après les présenter. Donc souvent, je voyage beaucoup pour essayer d'aller présenter mes travaux. Donc je voyage beaucoup dans le monde. Donc je suis amenée à voyager près une dizaine de fois par an. Et puis, j'échange beaucoup avec mes collègues et puis mes doctorants, puisqu'en fait, mon métier, c'est de former des étudiants, donc des ingénieurs, mais c'est aussi de former des doctorants. Donc, tout comme j'ai fait une thèse auparavant, maintenant, en fait, je forme des étudiants à devenir, d'avoir une thèse au bout de 3 ans. Donc, je travaille beaucoup pour que, justement, ils puissent réaliser cette thèse. Et donc, en parallèle, il nous faut aussi des moyens de financement pour payer ces doctorants, notamment. Et donc, je rédige des projets de recherche pour que ça puisse fonctionner. Donc, voilà un peu tout ce que je peux faire, en résumé, de mon activité. Puis, je voulais juste vous expliquer qu'aussi, moi, je travaille pas forcément que avec des gens à Rennes. Je travaille beaucoup avec des gens partout dans le monde, en fait. Donc, je travaille avec des gens en France, un petit peu partout. Donc, on se parle généralement via un système de visioconférence. Et puis, dans le monde également. Donc, c'est ce qui m'amène aussi à voyager, c'est que je travaille beaucoup avec les États-Unis, le Canada, le Japon, en l'occurrence, et puis en Europe principalement, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc voilà un petit peu mon métier au quotidien. Et puis maintenant, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais comme recherche. Donc qu'est-ce que finalement, sur quoi je travaille. Donc moi, je travaille sur la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, c'est un métier, c'est un domaine qui a beaucoup évolué. Donc il y a quelques années, qui ne sont pas finalement si loin, qu'est-ce qu'on savait faire? On savait faire des mondes 3D qui étaient vraiment très limités, avec des mains, vous voyez voir, que vous voyez voir sur les images, qui sont vraiment très très sommaires. On savait à peine interagir avec ordinateur. On savait à peine avoir un retour de son ou un retour d'image qui était correct. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous avez dans la vie de tous les jours de la 3D. Vous avez le cinéma, les films d'animation, les jeux vidéo, vous avez de la 3D. Vous avez également, vous pouvez interagir. Maintenant, il y a des systèmes qui vous permettent de capturer vos mains, de capturer les sons. Et puis, vous pouvez voir, donc vous avez vu, peut-être certains d'entre vous connaître les casques de réalité virtuelle qui vous permettent de voir en 3D. Donc là, c'est ce qu'on appelle le système Oculus qui a été racheté par Facebook, qui va sortir là d'ici quelques semaines un système de réalité virtuelle qui sera connecté avec Facebook. Donc voilà, c'est un domaine qui évolue beaucoup. Et donc, la réalité virtuelle, en fait, c'est quoi? C'est des mondes virtuels qu'on va simuler. Et puis après, on va interagir et puis en retour, percevoir des informations de ce monde virtuel. Donc ça, c'est la définition scientifique. Donc je la laisse juste pour votre information. Puis après, en fait, avec mes doctorants, il y en a qui sont plutôt bons en dessin. Donc j'ai fait quelques petits dessins pour illustrer, pour que ce soit plus facile à expliquer ce que c'est la réalité virtuelle. En fait, la réalité virtuelle, c'est quoi? On a un monde virtuel. Et ce monde virtuel, on aimerait bien pouvoir le synthétiser dans un ordinateur. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle le monde virtuel. Et puis après, cet ordinateur, une fois qu'il est synthétisé, à l'intérieur, on peut typiquement faire des jeux vidéo, des films d'animation. On fait plein de choses avec les mondes virtuels. Vous devez les avoir tous les jours. Ok. Et donc la réalité virtuelle, c'est quoi? C'est de dire comment est-ce que nous, êtres humains, on va pouvoir interagir avec ce monde virtuel. Et donc c'est ça, la réalité virtuelle. Et donc, comment est-ce qu'on va être immergé dans un monde virtuel? Et donc là, c'est ça, moi, ce que j'essaye de faire, c'est se dire comment est-ce que je peux aller interagir à un monde virtuel? Pour interagir avec un monde virtuel, il faut, dans un premier temps, essayer de le voir. Donc, pour le voir, on peut utiliser des lunettes, par exemple, pour essayer de voir correctement, notamment en 3D. Il faut aussi, avec le son, comment est-ce que je peux l'entendre? Et puis, finalement, comment est-ce que je peux le toucher également? Et donc là, ça va se compliquer, parce que c'est plus uniquement la vue, c'est également le son et puis le toucher. Et le toucher, en fait, c'est beaucoup plus compliqué à rendre. Et vous savez sûrement qu'il n'y a pas beaucoup encore de dispositifs dans le grand public qui permettent de toucher les environnements virtuels, mais c'est sur quoi particulièrement je travaille. Et donc du coup, si on veut pouvoir toucher un monde virtuel, il faut d'abord essayer de le modéliser. Et donc moi, je travaille sur comment est-ce qu'on peut modéliser physiquement ces mondes virtuels. Et donc c'est là tout ce que j'avais bien aimé sur la biomécanique quand j'étais plus jeune. Finalement, je le reproduis puisque j'essaie de fabriquer finalement des objets mécaniques qu'on va essayer d'animer dans le monde virtuel. Donc des objets qui vont se casser, des objets pour le monde médical, donc des organes du corps humain.
Et puis également, comment est-ce qu'on peut interagir avec ce monde virtuel. Donc ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les objets un petit peu déformables, les mains qui sont très compliquées à modéliser. Pour la preuve, si vous avez déjà essayé de regarder dans tout ce que dans tous les jeux avec avec lesquels vous jouez sur votre ordinateur, il y a très peu de mains qui sont représentées parce qu'on ne sait pas encore très bien le faire. Et puis également, après, on va essayer d'essayer d'interagir avec ce monde virtuel, donc avec notamment ici un dispositif que je vais vous remontrer après, qui s'appelle un dispositif à retour d'effort, un dispositif haptique. Et puis également avec les pieds, donc ça c'est des nouvelles choses qu'on fabrique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut interagir avec les pieds, pareil, je vous montrerai après. Et une fois qu'on a modélisé, il faut simuler. Et donc, moi, en fait, je fabrique des nouveaux modèles physiques qui doivent fonctionner en temps réel. Donc, par exemple, des objets rigides, des objets qui se déforment, et puis ça peut être également des objets fluides, donc comment est-ce qu'on peut ici représenter, ou bien qui se cassent. D'accord? Donc il y a des équations, d'ailleurs, c'est de la physique. Et puis après, nous, on essaie de fabriquer les algorithmes qui vont permettre de faire ces mondes virtuels. Et puis, une fois qu'on a ces mondes virtuels, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir les ressentir. C'est-à-dire que vous êtes habitué à les voir quand vous allez au cinéma, quand vous êtes sur votre ordinateur ou votre écran de télé. Mais on peut également vouloir les entendre et puis les toucher. Et donc moi justement, je m'intéresse plus particulièrement à comment est-ce qu'on peut les toucher, comment est-ce qu'on peut améliorer le toucher. Donc l'idée c'est de se dire, voilà, je sens mon objet, j'aimerais bien que ce soit un chat, et l'idée c'est évidemment que ce soit un chat au final, d'accord. Donc comment est-ce que je vais faire pour améliorer justement ce ressenti? Et donc pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle une interface, donc c'est ce qui est ici. Donc cette interface, on va la faire bouger et puis ça va du coup nous permettre d'interagir avec le monde virtuel. Et donc il existe plein d'interfaces qu'on appelle des interfaces à retour d'effort. Et donc l'idée c'est, avec toutes ces différentes interfaces, comment est-ce que je vais pouvoir toucher mon monde virtuel. Et donc à quoi ça sert? Du coup ça va nous servir... Hop. Alors, je le remets un tout petit peu. S'il veut bien. Donc, à quoi ça sert? Ça va nous servir à interagir avec le monde virtuel. Donc là, je l'ai mis, en fait, on avait fait un exemple, on est en Bretagne. On s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir simuler, par exemple, faire une crêpe virtuelle. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a une bolée, là, et puis on va interagir avec un fluide. Ce fluide, on peut ressentir avec des interfaces ce fluide. Puis une fois qu'on a ce fluide, l'idée c'est de se dire, voilà, je fabrique ma crêpe. Donc ce fluide, ça va devenir, une fois que je l'ai mis dans la crêpe, donc j'essaie évidemment de pas renverser. Alors c'est davantage, on est en virtuel, on a le droit de faire plein de bêtises. Et puis après j'ai ma crêpe, et puis je peux aller mettre dessus du caramel, du sirop d'érable ou tout ce que je veux sur cette crêpe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendu haptique. Et puis après, une fois qu'on a le rendu haptique, on se dit, on va mettre le visuel et le sonore tous ensemble. Donc évidemment, là, j'en mets plein à côté, c'est ça l'intérêt. Alors. Donc là, normalement, il y a du son, mais je ne sais pas si on va l'entendre. Donc là, on va mettre du son, du retour du visuel et puis du retour... Donc là, on a fabriqué un sol, en fait, alors je vais juste mettre sur pause 30 secondes. On a fabriqué un sol où l'idée, c'est de se dire que ce sol, on a mis des vibrations dessous, et donc on peut sentir, en fait, le fluide sous nos pieds. Donc c'est bien parce que du coup, on a pu, par exemple, reproduire la plage. Donc quand vous sentez l'eau qui arrive sous vos pieds, là, c'était la même sensation. Donc là, vous avez le son. Le retour, vous sentez sur vos pieds, et puis vous voyez également la mer qui arrive, et du coup qui arrive sur vos pieds. Donc vous voyez, on essaie, et ça va être les futures interfaces de demain, où on va pouvoir mélanger à la fois. Vous voyez, du coup, on a les modèles derrière qui vont faire qu'on puisse avoir quelque chose qui fonctionne en temps réel, qui vont nous permettre finalement d'interagir ici, par exemple, avec de l'eau. Vous voyez, c'est assez réaliste, au final, là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on ferait si on était dans son bain. Et donc voilà un petit peu comment est-ce que ça sert le rendu. Puis la dernière chose que je fais, moi, c'est aussi je fabrique des nouvelles interfaces pour pouvoir interagir avec ces mondes virtuels. Je vous montre quelques exemples. Évidemment, là, c'est juste quelques exemples de ce sur quoi je peux travailler. Donc par exemple, dernièrement, on a fabriqué un joystick géant. Donc c'est un joystick humain, donc c'est-à-dire au lieu vous utilisiez, peut-être certains d'entre vous ont un joystick chez eux,
pour notamment jouer aux jeux vidéo. Bah là, l'idée, c'est de se dire, bah, on se met sur le joystick, donc sur le système qui est en bas, et puis bah, en se penchant en avant, bah, on va avancer dans le monde virtuel. En se penchant en arrière, on va reculer, et en allant à gauche, on va aller à gauche, et en allant à droite. Donc ça nous permet de naviguer dans les mondes virtuels. Donc ça, c'est des nouvelles interfaces qu'on a fabriquées, donc c'est des brevets après qu'on dépose, et qui après sont exploités, donc qui sont achetés par des entreprises et utilisés notamment dans différents domaines. Puis là, c'était un autre système. C'est un système qui nous permettait de voir à 360 degrés. Donc c'est pratique parce que vous avez une caméra là tout en haut, c'était le petit dispositif qui est en haut. Et avec cette caméra qui voit à 360 degrés, après vous avez la vue, donc qui est la vue que je vous ai mis en bas, la petite image. Vous avez une vue à 360 degrés, c'est-à-dire que sur votre côté gauche et droit de l'image, en fait, c'est derrière vous. Donc c'est pratique parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. On peut voir derrière soi. Hein, donc vous pouvez imaginer qu'il y a plein d'applications, ludiques évidemment, mais aussi des applications, par exemple, dans le domaine de la sécurité, pour imaginer dans des bâtiments où il y a des soucis, on peut aller voir derrière alors qu'on est en train de réaliser une tâche. Donc c'est des nouvelles interfaces qu'on peut, par exemple, réaliser. Moi, c'est des choses qu'on conçoit, donc c'est de la recherche, donc on a des nouveaux prototypes et puis après, ils sont utilisés derrière par le grand public. Et puis à quoi ça sert tout ça? Moi, j'ai plein d'applications. L'application la principale sur laquelle je travaille, c'est l'application au domaine médical. Donc l'idée, c'est de se dire quoi? Donc là, évidemment, c'est très caricaturé sur la figure. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire comment est-ce que je peux simuler un patient virtuel pour essayer d'aider le médecin à réaliser ses gestes. Donc l'idée, c'est essayer de l'aider à planifier son geste. Donc on va faire un vrai patient virtuel qui ressemble exactement au patient réel. Le médecin va pouvoir s'entraîner avant sur le patient virtuel et puis après réaliser son geste. Donc ça, c'est bien, c'est pratique, notamment quand c'est compliqué. Donc quand il y a plein de gestes qui sont compliqués, notamment moi je travaille beaucoup sur le cerveau. Donc dans le cerveau, c'est très compliqué. Et donc ça permet au médecin de finalement simuler son geste quand il a quelque chose de très compliqué à faire et puis de voir par quel endroit il doit aller, par exemple s'il doit insérer une aiguille, comment est-ce qu'il va pouvoir fonctionner. Donc on va pouvoir simuler à l'avance et l'aider à réaliser son geste. Donc ça, c'est des applications dans le domaine médical, donc des applications sérieuses. On travaille également, et je travaille également aussi, dans le domaine du prototype, ce qu'on appelle le prototypage virtuel. C'est-à-dire, je vais essayer d'aider les industriels à simuler des gestes. Donc par exemple, en ce moment, je travaille avec une entreprise automobile, et donc l'idée, c'est d'essayer de former les ouvriers à de nouveaux gestes pour qu'ils puissent fabriquer des voitures. Et donc, ils vont pouvoir s'entraîner autant de fois qu'ils veulent dans un système de réalité virtuelle avant d'aller réaliser le geste et de fabriquer cette fois-ci pour de vrai la voiture. Donc ça, c'est des applications qu'on a. Puis évidemment, il y a les applications pour le jeu vidéo, puisque maintenant on peut toucher, donc avec attention. Mais du coup, là, il y a plein d'applications pour le jeu vidéo. Et moi, dans mes algorithmes, évidemment, par exemple, il y a certains algorithmes qui partent après dans les dessins animés. Vous connaissez sûrement les dessins animés de chez Pixar ou Disney. C'est des algorithmes qu'on fait derrière et qui vont être utilisés dans les dessins animés pour animer en 3D les dessins, les films d'animation que vous pouvez aller voir au cinéma. Voilà, ça donne un petit aperçu de mon travail, mon métier, et puis ma recherche, et puis finalement également à quoi ça peut servir. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à la création du projet Matrix? Parce que vous parlez d'un monde virtuel et plus ça va, plus en fait on a l'impression que vous voulez recréer le monde. Non, en fait, on recrée pas le monde, on essaie de reproduire certaines situations pour pouvoir, par exemple, aider les médecins ou aider les industriels. Donc, on va pas recréer un autre monde parallèle, si j'ai justement le lien avec Matrix. En aucun cas, on recrée un autre monde parallèle. C'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est essayer de comprendre le monde réel en le reproduisant pour pouvoir réaliser plusieurs fois certains, notamment, phénomènes. Et j'ai une deuxième question. Oui. Quand vous... Alors là, c'est surtout sur le dessin et c'est un peu aussi sur ce que disait le monsieur qui est passé avant vous. C'est le monde, il s'automatise. Enfin, on voit que vous l'automatisez, et de plus en plus, il marche tout seul, en fait. L'informatique aide le monde à marcher tout seul. Du coup, au bout d'un moment, l'homme, il a plus vraiment sa place puisque tout fonctionne sans lui.
Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. Donc après, derrière, il y a aussi la question de l'intelligence artificielle qu'on va mettre dans les objets ici qu'on va, par exemple, animer. Donc ça, c'est une question, c'est de la recherche qui est derrière. Mais après, on ne peut pas tout automatiser. Si on ne comprend pas ce qu'on crée, on va jamais réussir à le faire fonctionner de manière correcte. Donc on est obligé de garder la maîtrise de ce qu'on va pouvoir manipuler dans les mondes virtuels. D'accord, merci. On va pas prendre d'autres. Pardon. On va pas prendre d'autres questions parce qu'on est en retard sur notre horaire et c'est important que vous ayez l'ensemble des témoignages. Vous aurez un temps de discussion après et puis en plus. Il y a une question à l'agneau, on me dit, bon, je veux bien, alors une question à l'agneau, mais après on va passer tout de suite à enchaîner de façon à ce qu'on puisse entendre tous les témoignages qui sont très différents et puis qu'on puisse aussi en garder pour la suite. Voilà. L'agneau. Combien de temps L'agneau a plus sa question. Pour réaliser le toucher dans un jeu vidéo? Vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas entendu. Combien de temps faudra-t-il pour réaliser le toucher dans un jeu vidéo? Alors en fait, on commence déjà à avoir les premières interfaces. Donc on travaille sur ce qu'on appelle des gants, un retour d'effort. Et donc normalement, il va y avoir les premiers gants qui devraient sortir d'ici 5 ans à peu près, normalement.